De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous notre invité, Jean-Marie Talley, délégué du JICAM en France, et nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Malika Chéré. Tout de suite, c'est le dossier du jour. L'Afrique doit relever de nombreux défis, parmi lesquels attirer les investisseurs, car il en faut, c'est inévitable. Mais comment les séduire sans pour autant brader ses ressources? Comment impulser un climat des affaires favorable? Autant de problèmes, de problématiques auxquelles le continent est confronté. On va, messieurs, commencer d'abord par débattre et puis ensuite nous lancerons le sujet. Donc c'est un dossier du jour qui est consacré à l'investissement sur le continent. Il est donc important de rappeler que dans ce domaine, les règles sont très loin d'être harmonieuses. On peut même dire qu'il y a un grand écart entre certains pays du continent. Monsieur Talley, il est évident qu'il est beaucoup plus facile d'investir à Maurice qu'en Algérie ou qu'en RDC, par exemple. Je suis entièrement d'accord. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'investir en RDC ou au Sénégal. On peut investir en Afrique subsaharienne. Et c'est l'Afrique aujourd'hui qui est la destination privilégiée d'ailleurs pour les investissements. Les idées ont augmenté. Donc ça, il faut le savoir. Mais il y a des besoins, il y a encore des solutions que l'Afrique devrait mettre en place pour attirer au maximum les investissements. Et ces solutions, je pense qu'on les verra au fur et à mesure. Donc c'est déjà la formation, donc un problème de formation en termes de qualification. Mais il y a le problème énergétique, le problème d'infrastructure. Et on a déjà, nous, quand on regarde dans les secteurs économiques, déniché toutes les niches de croissance. On les connaît. Donc l'agriculture, par exemple, l'infrastructure, l'énergie, la formation qualifiante. Donc on les a déjà, on a tout ça. Maintenant, il faut simplement que dans les réformes qui sont faites, parce qu'on donne l'impression que l'Afrique ne fait pas de réformes, mais c'est le continent où il y a le plus de réformes qui est fait. Vous savez que les économies africaines sont celles qui ont été les plus résistantes. Depuis 2009, à la crise économique qu'il y a eu, qui a secoué un petit peu le monde, ce sont les économies africaines et surtout les entreprises africaines, même privées, si je ne m'abuse, qui ont été les plus résistantes. Donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une forte demande. Tout le monde et tout investisseur va vers l'Afrique. C'est l'Afrique qui est le continent de l'avenir, c'est l'Afrique qui porte la croissance du monde. Le taux de croissance moyen en Afrique tourne autour de 7%. Mais derrière ça, on vous développe toujours des facteurs inhibants, tels que la corruption, tels que le favoritisme, les rétentions d'informations, ainsi de suite. Bon, il y en a beaucoup. Mais ces facteurs-là ne peuvent pas rendre la croissance africaine aujourd'hui négative. Donc ce sont des facteurs qui impactent certes sur la croissance africaine, mais l'évaluation peut tourner autour de 2-3% maximum. Donc il reste 4% de taux de croissance encore positif, qui, on peut dire, dans un univers qui est sain. Et à partir de là, si on a 4% dans un univers sain, on le trouve en Afrique. Et les chiffres, justement, sur ces idées, ces investissements directs étrangers nous sont proposés par Jacques Amboka, notre correspondant. Voyez donc son reportage. On revient tout de suite après. L'Afrique offre des grandes opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs. Des services aux infrastructures de transport en passant par les télécommunications, ces secteurs font face à certains défis que le continent est appelé à relever pour la relance de son économie. En effet, face au potentiel énorme que l'Afrique offre aux investisseurs étrangers, il se pose la problématique du cadre juridique et institutionnel susceptible de garantir la viabilité et la rentabilité de l'investissement. Sur un autre plan, l'Afrique, qui prône la diversification de l'économie avec l'agriculture comme secteur clé, doit faciliter l'accès aux crédits agricoles. Un grand défi quand on sait que beaucoup de pays africains n'ont pas de banques agricoles et même pour ceux qui en disposent, rares sont les institutions bancaires qui accordent facilement des crédits aux opérateurs de ces secteurs encore négligés. Plusieurs analystes estiment par ailleurs que le développement économique du continent passe entre autres par la mise en place d'une architecture continentale ou sous-régionale du commerce et de l'investissement qui pourrait aider à relever les défis liés au climat des affaires, majoritairement jugés défavorables au développement. Nous avons des secteurs qui sont très porteurs, le secteur de la planification, le secteur du cosmétique, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur métallurgique. Les marges de progression, elles sont importantes parce que le territoire il est immense, 2 345 000 km², une décentralisation
en perspective de finalisation. Alors, nous sommes passés aujourd'hui à 26 provinces en République démocratique du Congo et une architecture donc législative et réglementaire adaptée à cela. Des réformes importantes sont également à mettre à l'actif du gouvernement pour faciliter précisément le redressement productif. C'est notamment le guichet unique pour la création d'entreprises. Nous sommes passés de 3 à 4 mois pour la création d'une entreprise à moins de 4 jours aujourd'hui. La sécurité juridique et judiciaire des investissements est dorénavant une garantie, notamment avec l'adhésion et l'effectivité de l'application de l'acte uniforme de l'OHADA dans notre pays. Dans cette diversité d'opportunités qu'offre le continent, la sécurisation de l'investissement est primordiale. Beaucoup d'opérateurs estiment par ailleurs seule la promotion de l'intégration et la libre circulation des personnes et des biens pourrait permettre une amélioration du climat des affaires. Il faut que l'Afrique s'intègre. Quand on regarde l'Afrique de l'Ouest au jour d'aujourd'hui, l'UEMOA, la CEDEAO, ce n'est pas encore parfait, mais ce sont des plateformes qui ont permis une certaine intégration. Et l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui évolue tant bien que mal avec cette intégration. Il nous faut faire la même chose en Afrique centrale, mais ça doit être réglementé et ça ne l'est pas encore. Je crois qu'il y a des efforts à faire dans ce sens-là. Nous voyons qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il faut l'implémenter, il faut un suivi pour s'assurer que nous qui nous lançons dans les affaires, que l'État nous protège quand même, parce que c'est pour le bien du pays, mais aussi nous devons laisser une porte ouverte à ceux qui sont intéressés à venir chez nous, mais réglementer cela. C'est vraiment le cadre juridique et la réglementation sur lesquels il faut extrêmement bien travailler. En Afrique, le secteur agricole n'est pas suffisamment exploité. Les enjeux économiques du moment, caractérisés par la baisse des prix des matières premières, placent ce secteur au centre des politiques du développement de plusieurs pays. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Une option élevée au niveau du gouvernement de la République, s'agissant de la diversification de l'économie, de faire la promotion de l'agro-industrie. C'est pour ça qu'au cœur de la politique gouvernementale dans ce secteur, nous avons le projet d'essaimage des parcs agro-industriels dans le premier exemple, dans le premier échantillon, et le parc agro-industriel de Bukangalonzo, 80 000 hectares, mis à la disposition de l'agro-industrie avec des appareillages sophistiqués pour faire une véritable agriculture intensive et un élevage intensif au profit de la résorption de la problématique, si vous voulez, de l'autosuffisance alimentaire du corridor ouest de la République démocratique du Congo. Cette politique est combinée avec la stratégie de mise en place des zones économiques spéciales. Et la première également, c'est la zone économique spéciale de Maluku, qui a déjà, en termes de projection, des propositions d'investissement direct en termes de création d'industrie de plus de 350 millions de dollars signés entre le ministère de l'Industrie et ses opérateurs économiques. Si les États prennent de temps en autre des initiatives pour relancer les secteurs agricoles dans leur pays, il est néanmoins primordial de faciliter et soutenir les investissements privés. Bien que le secteur agricole soit celui pour lequel l'Afrique est appelée à orienter les efforts pour son émergence, un certain nombre de facteurs handicapent encore les efforts des privés qui investissent dans l'agriculture. Le problème d'accès au crédit. Il y a des banques qui ne sont pas des banques agricoles. Pendant que nous pensons développer le secteur agricole, il n'y a aucune banque agricole dans notre pays. La deuxième difficulté, c'est le problème des infrastructures. Les routes sont là, mais ce sont des vieilles routes laissées par le colonisateur. Mais nous croyons que les efforts qui ont été menés par le gouvernement pour pouvoir mener des actions dans le sens de travailler sur les infrastructures routières pour permettre l'évacuation des produits qui sont fabriqués dans l'arrière-pays, cultivés, afin d'amener vers les grands centres. La troisième difficulté, c'est le problème de la multiplicité des taxes. Nous voulons avoir le système de taxes, si on peut appeler ça une taxe unique ou un guichet unique. Parce que la population qui n'est pas suffisamment informée sur certaines réformes, elle se retrouve en train d'être assujettie à des taxes qu'elle ne devrait pas. Et certaines taxes qui ont déjà été abrogées, peut-être reconverties en une autre nomenclature, mais on continue toujours à faire payer au double, au triple la même taxe. L'Afrique est appelée à redonner confiance aux investisseurs étrangers qui souhaitent s'installer. Il est important pour les États aujourd'hui de mettre en place un cadre juridique intégrateur garantissant les intérêts des investisseurs. Bref, assurer un bon climat des affaires. Malik, c'est difficile de parler de l'Afrique comme une seule entité, mais globalement, pensez-vous que le climat des affaires est favorable en Afrique ?
Écoutez, si je vous dis oui, ça serait trahir une certaine réalité. Vous venez de dire que la situation n'est pas la même partout. Il y a des pays où la situation du climat des affaires s'améliore et dans d'autres, elle peine. Elle peine beaucoup dans les pays qui ont misé notamment dans les énergies, enfin dans l'industrie extractive, dans ces pays-là qui sont tournés dans ces secteurs-là et qui peinent à diversifier leur économie. Dans ces pays-là, là où la diversification économique peine, il y a des problématiques qui se posent. Ça dépend aussi de l'histoire politique du pays, ça dépend aussi de la situation politique du pays. Plus un pays est stable et plus un pays est démocratique, moins vous avez souvent ces soucis-là. Donc, je dirais... Prenons l'exemple de certains, je parle de la Côte d'Ivoire par exemple, qui a réussi à s'ouvrir, à harmoniser sa fiscalité, qui a su faire du toilettage dans le volet juridique. Il y a eu cet appétit des investisseurs, mais il y a beaucoup de travail encore. Je pense à la région de l'Afrique centrale qui est en recul par rapport à l'Afrique de l'Ouest, qui est beaucoup plus dynamique parce qu'il y a dans cette dernière, par exemple au sein de la CEDEAO, cette volonté justement de rendre plus clair certaines lectures, notamment dans le volet juridique, comme j'en parlais. Donc l'Afrique ne manque pas de ressources, mais je dirais, voyons déjà nos propres investisseurs, qui sont les locaux. Eux aussi, ils éprouvent du mal à investir dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de créneaux. Donc on peut toujours parler des IDE, des investissements directs étrangers, mais dès lors que vous voyez que dans certains pays, on ne fait pas beaucoup de choses pour les investisseurs privés, ne vous inquiétez pas, malheureusement, on ne fera pas beaucoup de choses pour les investisseurs étrangers, parce qu'il y a toujours et parfois, c'est quand même un comble, hein, Jean-François, mais parfois on en fait plus pour justement les investisseurs étrangers que pour les locaux, les nationaux qui veulent créer leur propre entreprise. Alors les quelques exemples que je connais en Afrique, et notamment en Afrique centrale, c'est même pas parfois, c'est même la tendance générale. Et c'est une tendance générale qui n'est pas seulement qui n'est pas seulement spontanée en Afrique. C'est pas tellement spontané. Il y a un environnement international. Quand vous regardez, par exemple, prenez le temps de lire un peu le Doing Business et les conditions qu'il pose, qu'ils définissent comme étant l'amélioration du climat des affaires. C'est tourné d'abord vers les gros investissements, qui sont des investissements la plupart du temps qui viennent de l'extérieur de l'Afrique. Et puis, c'est tourné vers, je dirais, vers une idée qui est que l'économie africaine doit être une économie ouverte, et seulement ouverte. Alors que, et je partage l'avis de Malik sur ce point, je pense que nos économies ne seront solides que si on est capable de construire un tissu, un réseau d'entrepreneuriat national, privé, naturellement, privé, qui puisse porter l'économie. Et pour ça, il faut favoriser l'investissement. La dame qui a parlé dans le reportage tout à l'heure a tout dit. Ça, c'est le sort de nos compatriotes et de nous-mêmes lorsque nous voulons investir dans nos pays. C'est ce sort-là qui nous attend, alors que c'est le tapis rouge qui est déroulé quand il s'agit d'un IDE, c'est-à-dire un investissement direct étranger. On peut même aller se déplacer pour aller jusque chez lui à Bruxelles ou à New York pour le retrouver, pour le prier de venir. Monsieur Talley, j'aimerais vous entendre sur ce volet. Est-ce que dans un souci d'attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers, est-ce que nos États n'en auraient pas un peu oublié leur propre secteur privé ? C'est malheureux que je doive confirmer ce qui est dit, l'analyse qui est faite, parce que c'est la réalité de terrain. C'est cette réalité dont nous souffrons beaucoup. Et c'est ça qui nous a poussé, par exemple, le mouvement interpatronal du Cameroun, à séparer le politique de l'économie, pour pouvoir avoir un secteur privé fort. Et surtout un secteur privé qui prend des initiatives. Et c'est pour ça que nous sommes à l'origine de la dynamique des organisations économiques sous-régionales, l'Afrique de l'Ouest avec le FOPAO, l'Afrique centrale avec l'UNIPES. Et malheureusement, chacun ne joue pas sa partition. Donc les États ne jouent pas leur partition, très souvent. Alors il y a la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, mais si on arrive en Afrique centrale, on descend un petit peu plus, on va avoir le Rwanda, par exemple, où ça s'est passé très vite, où l'État a joué pleinement son rôle, réellement son rôle, et a encouragé l'initiative privée aussi. Mais malheureusement, le potentiel qui regorge l'Afrique de manière entière, dans tous les secteurs, si vous prenez l'agro-industrie, la promotion de ce que nous voulons aujourd'hui en Afrique, parce que c'est le premier secteur de forte croissance, des terres arables, on en a à peu près 60% des terres arables pour tout, par rapport à la totalité mondiale. Mais malheureusement, c'est sous-exploité. Alors quand on regarde l'agriculture ou l'agro-industrie, utilise 60 à 70% de la main-d'œuvre.
Et quand on regarde l'Afrique aujourd'hui avec la classe moyenne émergente qui monte, on s'aperçoit que si on développe simplement des secteurs bien précis, vous avez le secteur du tourisme, le secteur de l'énergie qui est la base, on ne peut pas avoir de turbines véritables industrielles s'il n'y a pas d'énergie pour faire tourner. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez que l'Afrique qui a un potentiel, en prenant l'Afrique centrale, et Malick l'a si bien dit tout à l'heure, qui a le potentiel énergétique le plus puissant, ne serait-ce qu'en termes de barrages. Prenez le Cameroun, prenez la RDC, mais rien n'y est fait. Donc vous posez quand même des questions. Et à partir de là, quand on se borne simplement à avoir des discours politiques vides de sens, alors que les opérationnels, ceux de terrain que nous sommes, sont actifs et avons besoin de changements, de modernisation, d'amélioration, on se heurte à beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, malheureusement, c'est l'État qui ne régule pas bien. C'est l'État qui ne fait pas son travail. Il y a beaucoup de réformes qui sont faites en Afrique. On communique très peu dessus et par conséquent, on les rend très peu applicables. C'est ça qui est le vrai problème. Si on rendait applicable ne serait-ce que 80% minimum, et puis les restes on verra, les 20% on verra. Si on rendait applicable les 80%, je pense qu'on décollerait très vite. Et Malick, on parle beaucoup de cadre juridique et institutionnel qui doit être favorable aux investissements étrangers, mais il doit aussi garantir la rentabilité de ces investissements pour le pays et donc pour la population, ce qui est rarement le cas. C'est vrai, écoutez, vous savez que sur certains domaines, je pense que l'Afrique est en position de force, notamment en termes de, quand on parle des ressources naturelles. Malheureusement, il y a toujours cette problématique de brader ces ressources pour maximiser ou pour avoir le maximum d'investisseurs. Oui, effectivement, il faudrait une fiscalité qui soit incitative, mais qui ne profite pas trop, je dirais, aux investisseurs étrangers. On n'est pas là pour brader les ressources naturelles que possède l'Afrique. L'Afrique est en position de force, surtout dans un monde en récession, comme vous le savez. C'est un continent qui a beaucoup d'atouts. Et donc, il faudrait une politique efficiente en ce sens où on devrait, je dirais, les entreprises étrangères sont toujours à la conquête de nouveaux marchés. Ne vous inquiétez pas, elles savent très bien s'il y a un retour sur investissement quand elles arrivent en Afrique. Elles ne vont pas, comme ça, au hasard, explorer de nouveaux marchés, je dirais, à l'aveuglette. Donc il faudrait arrêter de tomber, je dirais, ou de se mettre en position de victime et essayer d'attirer ces investisseurs en disant écoutez, voilà, nous avons plein de richesses, vous avez les technologies, venez. Nous sommes en position de force, nous sommes en position de négocier avec ces grands groupes et ces grandes multinationales. Ça fait un peu panafricain ce que je viens de dire, mais j'aime bien ça. Eh ben, c'était une très belle phrase, Malick. On va conclure là-dessus puisque c'est la fin de cette deuxième partie. Mais restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.